sommes samedi 25 février et aujourd'hui nous avons tenté avec la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge syrien de sauver les 4 journalistes qui se trouvent à l'intérieur de la zone fermée de Bab Amr Homs. Donc ces journalistes enfin 2 d'entre eux ont lancé un appel vidéo via le net. Ce sont 2 Français, une jeune femme qui est blessée, et donc ils cherchent à sortir. Alors, hier vendredi, le Croissant Rouge syrien a réussi à entrer dans la zone rebelle, et lorsque le Croissant Rouge est rentré en contact avec eux, ils ont refusé de bénéficier des ambulances parce qu'ils ont cru que c'était un piège. Comme c'est une très grosse ville, c'est la 3e ville de Syrie, il y a eu des batailles considérables à cet endroit-là. Maintenant, pour les généraux, la bataille est terminée, dans le sens où on l'entend des militaires, c'est pas le sens où on l'entend des civils. Et ils ont confiné les rebelles dans une zone qui est à cheval sur 2 quartiers en fait, dans une zone qui autrefois, pour donner la taille, abritait une population d'environ 40 000 personnes. On ignore complètement combien il y a de gens maintenant dans cette zone, combien de milliers, on ne sait pas, et on estime que les combattants là-dedans sont environ 2000, mais combien il y a de civils, on ne sait pas. Les rebelles sont divisés en plusieurs groupes, mais globalement en 2 tendances, enfin 2 origines. Il y a des takfiristes, donc une sorte d'extrémistes musulmans qui considèrent que, en dehors de leur groupe, personne n'a le droit d'exercer le pouvoir en Syrie. Et l'autre groupe, ce sont des voyous en fait, qui avaient été recrutés pour faire masse dans l'autoproclamée l'armée syrienne libre. Et donc ces voyous, aujourd'hui, ils ont pris leur autonomie à nouveau. Donc ça fait des gangs et puis les takfiristes qui tiennent la ville, qui tiennent cette partie de la ville. Et la population, à un moment, a soutenu ces gens-là. Et puis aujourd'hui, les civils qui restent bloqués dans ce piège ont parfaitement compris qu'ils sont les otages de cette situation, et s'ils essayent de sortir du quartier, ils se font tirer par des snipers, qui ne sont pas du tout des gens de l'armée nationale, ce sont des gens de l'armée dite syrienne libre. Le reste de la ville maintenant, c'est immense, mais c'est une ville morte. L'immense majorité des habitants fuient au cours des combats, donc il n'y a plus de combats à l'arme lourde du tout. Les gens qui racontent qu'en ce moment on bombarde un quartier de Homs, c'est ridicule, ça n'est pas vrai du tout. Mais ce qui reste comme action, c'est donc tous les jours l'armée nationale essaye de gagner un peu de terrain et de restreindre le périmètre dans lequel se trouvent enfermés les rebelles. Donc c'est une progression qui se fait maison par maison en fait. D'autre part, les rebelles, eux, dans Bab Amr, apparemment ils ont des quantités de dynamite incroyables, et ils repèrent les maisons qui sont vides et ils les détruisent à l'explosif. Alors je suis incapable de dire pourquoi. Et on entend une explosion, disons environ tous les 3 quarts d'heure, ils détruisent une maison comme ça. Et puis il y a des groupes de combattants épars qui sont à l'extérieur de la ville et qui essayent de harceler les forces qui entourent cette zone pour décongestionner, si vous voulez, leur pression. Voilà. Donc là, la situation des habitants dans la zone enfermée, elle est absolument terrifiante. Alors, on parle de 2 journalistes français, mais il y a au moins en plus un anglais et un espagnol.
Dans la vidéo qui a été diffusée sur Internet, on voit les deux Français qui demandent de l'aide d'une manière un peu bizarre d'ailleurs, parce qu'enfin, sont rentrés illégalement sur le territoire avec du matériel illégal, etc. Puis tout d'un coup, ils demandent qu'on arrête la guerre pour eux et qu'ils aient un couloir humanitaire pour sortir vers Beyrouth. On a un certain malaise quand on regarde cette vidéo, pas simplement parce qu'il y a une certaine incongruité à demander un cessez-le-feu pour soi quand on est venu observer une guerre où il y a eu un très grand nombre de victimes, mais parce qu'on sent dans le comportement des personnes qui sont filmées quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, si on réfléchit, on comprend ce dont il s'agit. Parce que s'ils ont été capables d'uploader cette vidéo sur le net, c'est qu'ils ont des téléphones satellitaires. Mais s'ils ont des téléphones satellitaires, pourquoi n'ont-ils pas appelé leur rédaction? Pourquoi n'ont-ils pas appelé leur famille? Pourquoi n'ont-ils pas appelé les autorités françaises pour obtenir du secours? Pourquoi ils choisissent cette voie d'une vidéo sur le net? Donc on comprend très bien qu'ils ont eu accès à cette transmission pour envoyer cette vidéo, mais qu'en fait ils ne contrôlent pas cette transmission. Ils sont prisonniers dans la situation où ils sont. Je suis allé là-bas parce que comme les journalistes avaient refusé hier de suivre le Croissant Rouge, il est apparu qu'ils avaient une difficulté, même s'il y avait une personne de la Croix-Rouge internationale qui est suisse et qui parle le français, qu'ils avaient une difficulté à évaluer la situation, à comprendre ce qui se passe, etc. Donc moi, je suis allé en tant que à la fois confrère et compatriote pour venir leur donner les informations, faciliter leur sortie. Et puis, comme j'ai des bonnes relations ici avec les autorités syriennes, pour faciliter leur situation aussi, parce qu'ils sont quand même arrivés ici en situation illégale et tout, donc tout ça, ça pose quand même quelques problèmes juridiques. Il faut les aider à se sortir de cet imbroglio. Et il faut que Élie Bouvier, qui est blessée, puisse être soignée le plus vite possible. Donc j'ai participé à ça toute la journée, mais ces négociations n'ont pas abouti. Alors pourquoi elles n'ont pas abouti? Parce que c'est allé un peu dans tous les sens, un pas en avant, un pas en arrière tout le temps, mais fondamentalement, les rebelles avec qui la Croix-Rouge internationale avait établi le contact, et qui sont en fait les takfiristes, ces rebelles-là attendaient des instructions pour répondre. Ces instructions sont arrivées très tard, par une communication satellitaire qu'ils avaient avec leur hiérarchie à Beyrouth. Et je ne peux pas dire de qui il s'agissait. Donc finalement, ils ont refusé de laisser rentrer les 3 ambulances de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui étaient prêtes. Ils ont refusé de les laisser rentrer dans la zone fermée. Je ne peux pas dire qu'ils soient retenus en otage. Est-ce que ce sont des otages, mais on n'a aucune trace de revendication particulière. C'est plutôt, ils servent de bouclier humain dans cette situation. Parce que probablement, les rebelles se disent qu'il n'y aura pas d'assaut final tant qu'ils détiendront ces journalistes. Enfin, c'est la seule hypothèse que j'ai pour expliquer leur réaction. C'est tout à fait possible de sortir de ce mauvais pas, et que ceci dépend des pressions qui seront organisées par le groupe de ce qui s'est appelé les États amis de la Syrie, là, qui s'est réuni à Tunis, et qui a tout à fait les moyens de faire passer instruction aux rebelles de laisser sortir ces journalistes. Et si moi je n'ai pas identifié quels étaient les donneurs d'ordre qui donnaient leurs instructions là, par téléphone satellitaire, j'imagine que les États savent très bien de qui il s'agit.